Donc, bonjour à tous. Excusez l'amateurisme. Je vais lire la dernière phrase, puis la première partie, puis je vais enchaîner. Au travers du récit des événements, je vais vous décrire le cadre qui est censé exister et comment, à chaque fois, il fait cruellement défaut. Je vais ensuite mettre en lumière le cadre réel auquel la justice est soumise et comment, par diverses institutions périphériques, il est maintenu en place sans que l'on puisse réellement s'en apercevoir, ce qui résulte en ce que j'appelle le cartel de l'enfance. En toute humilité, je pense que mes conclusions sont incontestables, et pour être aussi convaincu de ce que j'avance, c'est que j'ai retourné toutes les pierres, avec tout le recul qu'il m'est possible de prendre, et avec ma raison à laquelle j'ai appris à me fier. J'ai mis en doute chaque aspect, soupesé chacun de mes raisonnements, et c'est pourquoi le sombre portrait que je dresse, j'en suis convaincu comme de ma propre existence, est malheureusement fidèle à la réalité. Malgré la dureté de ceux-ci, les mots que j'utilise sont choisis avec soin. Je ne cherche pas à choquer, cependant mon devoir est de dénoncer les choses telles qu'elles sont, peu importe si des gens ou des groupes s'en trouvent éclaboussés, et peu importe leur statut ou leur position. Je suis au service de l'enfance, je prête allégeance à l'enfance. Contre mon gré, j'ai été le client mystère du système judiciaire. Innocemment, j'ai frappé à toutes les portes sans a priori, en abordant les diverses instances comme ce qu'elles prétendent être. J'ai additionné un paquet de détails sans d'abord les relier entre eux, refusant tout au long de mon cheminement de céder à quelques théories simplistes ou réconfortantes. Voici donc ce récit infernal. Dans ce qui va suivre, je vais évoquer deux réalités que notre système refuse de reconnaître, la violence psychologique et la violence des femmes. Dans le Québec de 2022, la violence féminine est taboue, occultée du discours ambiant, sinon censurée par les médias d'information. Pire, elle fait partie du droit des femmes à la vie privée. Je tiens à mentionner que certains passages peuvent paraître anecdotiques, mais que comme le diable est dans les détails, il ne faut rien laisser au hasard. J'ai rencontré la mère de mes enfants en 2004, et de cette union sont nés deux enfants, respectivement en 2006 et 2008. La relation entre leur mère et moi se jouait sur fond de violence psychologique. Il m'a pris du temps à identifier. Sans approfondir pour le moment là-dessus, je vivais dans le contexte d'une violence pernicieuse, cachée sous une apparente bienveillance. Lorsque j'ai commencé à exiger le respect, à faire valoir mes droits, Madame a utilisé ses contacts du monde médical dans lequel elle évolue pour me faire soigner à tort et prétexter ensuite ma maladie pour justifier nos problèmes relationnels. Lorsqu'une femme affirme que son conjoint ne va pas bien, tel qu'elle me forçait à le croire, personne ne se méfie de la réalité qui peut couver derrière. De là s'est installé un cercle vicieux semblant inextricable, où toute opposition à ses volontés devenait un problème médical. Lorsque j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait, elle avait déjà planifié la suite. Je ne pouvais m'extraire de ses griffes sans en payer un lourd tribut. Malgré la menace sourde qui se dessinait, celle de ne plus voir mes enfants, puisqu'elle l'avait formellement invoqué à quelques reprises, mais aussi par des sous-entendus, et malgré la dévalorisation et l'isolement, j'ai fini par sortir de cette relation d'emprise. Dans les mois qui ont suivi la séparation, malgré des difficultés au travail et le report de la garde partagée, sous prétexte que les enfants devaient s'habituer à ma nouvelle maison, j'ai commencé enfin à respirer et à reprendre confiance en moi. Je rénovais ma maison et recommençais à vivre. Je refaisais mon cercle d'amis. Sans attendre cependant, ce qui était annoncé à mots couverts se mit en branle. La mère de mes enfants entreprit sa vengeance de façon insidieuse et rampante. Le harcèlement qu'elle exerçait a rapidement eu raison de mon élan. Le processus est simple, mais terrifiant et efficace. À force de dévalorisation et menaces, à force de mobiliser tout l'entourage dans cet engrenage destructeur, tout le monde, y compris moi-même, a fini par croire à ma folie. Traitez quelqu'un de fou tous les jours, il cessera de vous écouter et on vous accusera de harcèlement avec raison.
Dites-lui tous les jours qu'il ne va pas bien, sous couvert de bonnes intentions, et il finira par vous donner raison. Ce subterfuge pourtant si simple a suffi à tromper tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Le plus amusant pour l'agresseur, je suppose, est qu'on le félicitera pour sa bienveillance. Si la victime tente de se retourner contre lui, le bourreau recevra soutien et compassion et on reprochera à la victime de manquer de gratitude envers son bienfaiteur. Vous êtes bien aimable, madame, de vous soucier de cet homme qui vous en a tellement fait endurer. En voilà un qui met ses problèmes sur la faute des autres et ne reconnaît rien. La victime se fait déjà ses reproches et beaucoup plus sans qu'on lui demande. Elle était au départ ouverte sur elle-même, introspective. Elle a depuis été reprogrammée pour se discréditer toute seule. Ce gaslighting, cet effroyable harcèlement moral ne sont pas réservés à la fiction, vous pouvez me croire. D'ailleurs, les victimes ne sont pas des gens idiots, mais bien au contraire, des gens intelligents et sensibles, des hommes et femmes de principe, des gens honnêtes. Il est probable, d'ailleurs, que les idiots et les insensibles soient immunisés contre ce type de manipulation. Celle qui aujourd'hui raconte que je l'envahissais après la séparation, ayant réécrit l'histoire à sa façon, me téléphonait sans cesse, sous des prétextes liés aux enfants, pour brandir subtilement la menace de me priver de les voir, pour s'informer de ma vie privée, me dévaloriser et me faire douter de moi. Tu ne vas pas bien, me répétait-elle sans cesse, en plus de me culpabiliser pour chacun des petits et grands bonheurs que je vivais et de diminuer mes accomplissements et mes fiertés. Le tout dans une alternance de chaud et de froid, introduisant un compliment de temps à autre afin de bien tromper ma vigilance. Sans comprendre à ce moment ce qui m'arrivait, après une année atroce et 2 allers-retours en psychiatrie pour chacun desquels elle avait joué un rôle direct, j'ai fini par imposer mes limites, du moins tenter de le faire. J'ai demandé à la mère de mes enfants de ne plus m'approcher ni de me téléphoner et de ne communiquer avec moi que par écrit pour des questions liées aux enfants. À partir de là, j'ai pu me protéger un peu mieux, même si on me reprochait une attitude hostile. Personne ne pouvait envisager que sa fréquentation puisse être toxique. Malgré tout, j'ai entrepris des démarches pour obtenir la garde partagée, ce qui aurait dû arriver dès la séparation. Même mon avocate voyait d'un mauvais œil mon besoin de tenir mon ex à distance. Il faut que les parents soient capables de se parler. C'est exactement avec la même formulation qu'une intervenante de la DPJ m'a adressé cette idée récemment. Je me demande sérieusement si on répondrait la même chose à une femme exprimant ce besoin vis-à-vis son ex. Je ne croirais pas. De toute façon, hommes et femmes, je ne suis pas gêné aujourd'hui de retourner le fardeau de la bonne conduite à celui ou celle qui refuse de se limiter aux écrits. Il faut que les parents puissent assumer ce qu'ils se disent et qu'ils puissent respecter les ententes qu'ils ont prises par écrit. C'est ce qui devrait être véhiculé, en particulier dans le système de justice à l'enfance. Tout ce qui est important dans notre vie civilisée est couché sur papier. Pour moi, quiconque s'entête à refuser cette condition est suspect, en matière de famille comme en toute autre matière. Il est certain pour ma part que j'avais été trahi trop souvent, me retrouvant enragé devant un engagement non respecté et seul avec ma colère, puisque personne ne pouvait attester des ententes conclues. Trop de fois également, j'aurais voulu démasquer ses manigances tordues, ses menaces et sa violence, car personne ne pouvait me croire, tellement il peut se montrer aimable pour la plupart des gens. Je vivais seul avec une réalité contraire à ce que les gens percevaient. J'aurais voulu enregistrer au moins quelques moments significatifs, de nature à semer le doute chez ceux qui pouvaient tout de même entendre raison. J'ai appris que beaucoup de gens pouvaient se croire à l'abri de la manipulation. Ils semblent croire que la meilleure des manipulatrices ne saura les déjouer, qu'ils ne seront pas dupes. Alors ils tombent dans le piège et deviennent aveugles aux faits, comme tous les autres. Je cherche encore l'astérix qui saura résister à l'enchantement et déjouer l'hypnotiseur en lui servant sa propre médecine. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Mais après ça, je continue à décrire ce qui est arrivé dans le fond entre 2012 et 2016. Et bientôt, je vous présente le cadre attendu de la justice
et le cadre réel. Donc, merci. S'il vous plaît, partagez. C'est ce qui est le plus important parce qu'en fait, moi, j'ai pas de plaisir vraiment à faire ça. C'est juste mon devoir. Il faut faire quelque chose pour l'enfance. Il faut que ça bouge. Vous savez pas où je m'en vais, j'imagine, mais faites-moi confiance. J'ai des choses importantes à dénoncer. Puis il faut que ça bouge pour nos enfants. Merci.